on a lancé, avant de débuter le podcast, on a lancé une page. En fait, c'est la page Sous le radar qui change sa vocation. La page que tu as entretenue avant de rejoindre Tout sur le hockey, en fait. Yes. Euh, on voulait en parler au début dans le podcast parce que euh, voilà, la page va servir maintenant à tout notre contenu espoir. Tout le contenu du TSLH Espoir va être partagé sur cette page-là. Vous pouvez aller vous abonner. La page s'appelle TSLH Espoir. Vous avez juste à écrire ça sur Facebook pour ceux qui utilisent cette plateforme-là. On a décidé de switcher cette page-là parce que, tu sais, des fois, l'actualité du hockey, le balotage, les échanges, c'est pas du contenu que vous recherchez, puis c'est ce qu'il y a quand même régulièrement sur la page de Tout sur le hockey. On reste un blog hockey avec une spécialité sur les espoirs. Fait qu'on a décidé justement d'envoyer, le contenu va être partagé quand même sur toutsurlehockey.com, mais tout notre contenu bilingue, fait que ça va être partagé en anglais et en français, va être sur cette page-là, la page Facebook TSLH Espoir /prospect. Donc, allez vous abonner. Ceux qui consultent encore ce média social-là, on va être quand même actif au niveau des espoirs sur cette page-là. Fait que je vous invite à aller vous abonner. Yes. Blessure du CH, calendrier pré-saison, Pascal. On a hâte que ça finisse, ce calendrier pré-saison-là. On pourra y revenir un petit peu plus tard, mais pour le moment, ce qui attire notre attention chez le Canadien, ce sont évidemment les blessures de David Reinbacker, de Patrick Laine et la presque blessure de Kirby Dach. Ouais. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés dans les derniers jours. Commençons par la blessure de David Reinbacker, si tu le veux bien. Malheureusement, le défenseur va être absent pour une opération au genou. Durée d'absence de 5 à 6 mois. Pascal, est-ce qu'on doit s'inquiéter du développement de David Reinbacker avec cette blessure-là? Ah, c'est sûr que c'est inquiétant. T'sais. Oui, il y a le côté positif que c'est un jeune joueur, donc son corps il répare plus facilement, mais s'il est blessé, j'ai pas regardé la blessure spécifique à son genou, mais si c'est les tendons puis tout, ça se répare pas tout seul parce que à cause de diverses raisons qu'on n'ira pas dans les affaires biologiques, là. Mais bref, opération nécessaire. Puis veux pas, tu restes tout le temps avec une petite affaire au niveau du genou, donc j'espère que c'est pas son cas, qu'à long terme, ça va être correct. Parce que justement, là, en plus de ça, il perd une deuxième, ben, pas nécessairement une deuxième année de développement, mais tu sais, c'est une autre embûche dans le développement de ce jeune défenseur-là. On dit tout le temps que c'est long pour les défenseurs de se développer. Là, on voyait la lumière au bout du tunnel, peut-être en cours de saison cette année. Là, bang, il se blesse. Un geste banal, dans le fond, puis que ça il est mal tombé, puis son genou il est blessé. Donc, c'est vraiment, vraiment dommage à ce niveau-là. Moi c'est sûr que ça m'inquiète. C'est pas nécessairement à cause que c'est un high pick, mais c'est parce que c'est un actif de l'organisation qui voyait gros pour le noyau à long terme. Fait que, non, c'est vraiment pas une bonne nouvelle pour lui, hein. Ouais, c'est malheureux. Tu sais, Reinbacker luttait quand même pour un poste à Montréal cette année. Moi, je pense pas qu'il l'aurait eu. Il n'a pas Non, été mauvais, il n'a pas été bon non plus. Je pense pas qu'on était au point de donner le poste à David Reinbacker. je pense pas non plus. C'est malheureux. Première saison complète en Amérique du Nord va être un peu gaspillée. Euh, je pense pas faire un hot take avec ça, mais la blessure de David Reinbacker est à mes yeux beaucoup plus grave que celle de Patrick Ouais. Laine. Puis je parle pas en termes de santé puis de durée d'absence. Patrick Laine, là, c'est un joueur qui est peut-être juste de passage dans l'organisation, tandis que David Reinbacker, ce gars-là, tu l'as pour encore, on l'espère, une dizaine d'années. C'est un gars que tu veux développer à l'interne. C'est un gars que tu vois dans ton alignement futur dans la Ligue nationale de hockey. Puis d'avoir un 6 mois d'absence à ta première saison complète en Amérique du Nord, alors que ça fait quand même quelques saisons qu'on a on a des problèmes de genoux dans son cas. Ça commence à être inquiétant. Je trouve ça plate que ça lui arrive, honnêtement. J'aurais aimé ça le voir en action cette année. Ouais. Euh,
J'ai trouvé ça intéressant. Kent Hughes était en entrevue avec Marc-Antoine Godin de Radio-Canada. Puis, c'est même toi qui m'en as parlé. Je suis allé voir l'entrevue par après, Pascal. Ouais. Kent Hughes s'est avancé sur la blessure de David Reinbacher. Puis, tu observais quelque chose par rapport à la confiance du jeune. Je ne sais pas si tu veux nous partager ce que tu as observé dans cette entrevue-là. Ouais, dans le fond, c'est que Kent Hughes, tu sais, il se disait qu'il n'était pas nécessairement. Il n'y a pas nécessairement d'inquiétude sur le développement, c'est plus sur la confiance en ce moment, l'état mental du jeune en ce moment, tu sais, qui est dans une ville, là, il est tout seul, là, il est blessé et tout, versus d'autres joueurs ou d'autres joueurs, d'autres effectifs que la confiance n'est pas nécessairement problématique. Puis l'année passée, on en parlait, surtout toi, que tu avais amené ça en fin de saison, au niveau de la confiance de Reinbacher dans les entrevues de fin de saison, tu avais questionné aussi là-dessus, donc ça m'avait fait beaucoup penser à ça. Oui, on se rappelle, tu sais, je pense que c'était les podcasts de fin de saison avec le Rocket, je crois que c'était avec Jess, ouais. Dans les entrevues de fin de saison, tu sais, David Reinbacher, pas qu'il avait pas l'air de vouloir parler aux médias, mais tu vois qu'il est pas à l'aise, tu sais, puis il était comme heureux de dire qu'il allait retourner chez eux cet été pour s'entraîner. Tu vois qu'il est peut-être pas encore acclimaté là, en Amérique du Nord. C'est un garçon qui est gêné. Là, appelons-le un garçon parce que sa timidité fait qu'il a l'air beaucoup renfermé. Il a l'air peut-être moins en confiance envers ses moyens. Fait que c'est sûr qu'un 6 mois d'absence, c'est grave. Ben, pas que c'est grave, mais c'est d'autant plus inquiétant quand tu as un trait de personnalité comme ça. Ce que j'ai aimé de Kent Hughes, c'est qu'il a assuré qu'il va avoir un encadrement autour de David Reinbacher puis qu'il va rester à Montréal. Ouais. Il va rester comme Kirby Dach a fait. On va le garder avec les coachs. On va lui faire de la vidéo. Malheureusement, il ne sera pas sa route avec l'équipe. Mais au moins, juste le fait de tremper, de rester dans le bain, de tremper dans l'entourage de l'équipe, c'est déjà ça de gagner pour lui, là. Ouais. Non, exact. Puis, tu sais, ça, la pression à Montréal, puis tout, Kent Hughes, comme tu dis, ça a l'air vraiment important pour lui d'avoir un retour sur l'investissement, parce que c'est un investissement rendu là. Reinbacher. Puis, il a même droppé le mot en M. J'ai dit ça dans le chat, puis Matt, il est tanné d'entendre ce genre d'affaires-là. Je suis tellement tanné de cette expression-là. Parfois, je parle de Matvei Mishkov ici. Parti de même avec cette expression-là, on va faire le tour de l'alphabet. C'était le mot en P, c'était le mot en M. Là. Ça va être bientôt le mot en C, la coupe. Écoute, ils vont tous y passer. Exact. Au moins, on n'a pas dit encore qu'il était dans le mix. Mais ouais, c'est... Fait que, même lui, il en a parlé tout seul, dans le fond, de Mishkov, parce qu'il a dit qu'il a avoué que tout le monde voulait Mishkov, mais que c'est Reinbacher qui a été pris. Fait que là, ça amène beaucoup d'aspects qu'il ne se sent peut-être pas nécessairement désiré, mais c'était peut-être plus l'année passée, ce genre de problématique-là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde en ce moment qui démontre de l'intérêt, là, mais c'est pas un gars éclatant. Fait que les partisans, je pense qu'ils vont faire avec, puis c'est tout, là. Mais c'est ça. C'est vraiment une mauvaise nouvelle pour lui. Autre mauvaise nouvelle, Patrick Laine à l'écart 2 à 3 mois. On a évité le pire dans le cas de Laine. Oui. C'est des informations de Martin Leclerc qui a sorti aujourd'hui. Premier avis médical, ça se dirigeait vers une opération qui aurait probablement été d'une absence de entre 4-6 mois, là, comme Stu Cowan puis Tony Marinaro ont laissé sous-entendre. Puis d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse, des fois on est rapide à dire il dit n'importe quoi, il n'y avait pas de source finalement, Tony Marinaro, il dit de la merde et tout, mais moi j'ai écouté le segment aujourd'hui à BPM quand il faisait son mea culpa, puis j'ai senti beaucoup d'honnêteté dans ses propos. Il mentionnait qu'au final, il plaide coupable par rapport au fait qu'il ne s'est pas plus informé sur les deux autres avis. Est-ce qu'il y avait d'autres avis? Est-ce que c'était l'avis final? Puis Stu Cowan aussi a rapporté que Laine allait être blessé à long terme. Là, fait que c'était basé sur le premier diagnostic, puis je le crois quand même. Fait que, je sais qu'il a mangé beaucoup de marde là, dans les commentaires et tout, là, mais
c'est un peu la thématique de la semaine, si on veut, là, de lâcher de la merde sur les réseaux sociaux puis Non, d'insulter c'est le monde. n'importe quoi. Fait que ça, je vais, c'est ça, je vais me garder une réserve pour commenter ça parce que, tu sais, le traitement que Cédric Paré a eu, puis tout ce qui a découlé par après, je trouve que ça fait très mal paraître la base de partisans des Canadiens. Puis Ouais. pour plusieurs, parce que c'est pas vrai que c'est isolé, là. Il y a plusieurs personnes, plusieurs imbéciles qui pensent là, que c'est la fin du monde quand Cédric Paré sort le genou sur un joueur. Là. C'est du hockey, c'est plate. On est tous malheureux pour Patrick Laine, mais ça mérite pas d'aller se faire trasher puis d'aller trasher sa blonde sur les réseaux sociaux. Sortir son Donc, adresse aussi sur les réseaux sociaux pour qu'il y ait des menaces de se faire brûler sa maison. Écoute, il y a des gaffes dans toutes les sphères de la société. Les partisans de sport y compris. Fait que c'est ça. Exact. Donc, c'est ça. Le geste de Paré a provoqué la blessure à Patrick Laine. Est-ce que c'est un geste, selon toi, Pascal, est-ce que c'était un geste vicieux ou on parle plutôt d'un jeu de hockey qui a mal tourné? Ben, c'est un réflexe d'un joueur qui a juste pas d'affaires là, qui a aucune chance à court, moyen et long terme de jouer dans la Ligue nationale de hockey, mais il n'y a pas de règles sur l'utilisation de joueurs de Ligue américaine ou de ECHL dans les matchs pré-saison. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir du monde qui sont pas assez rapides, qui ont pas assez de lecture assez rapide. Fait que tu sais, il a vu Laine arriver, il a voulu se mettre dans le chemin, il a pas pris le bon réflexe, sorti le genou. C'est vraiment un jeu on pourrait croire hockey qui a mal viré parce que c'est un joueur pas assez talentueux, pas assez rapide pour faire la bonne lecture. Fait qu'il il réagit comme ça, il a sorti le genou. Tu sais, sortir le genou, ça peut arriver en grande vitesse comme ça. Mais de la façon que c'est arrivé là, à part les joueurs vraiment salauds, ça arrive jamais. Pourquoi? Parce que c'est des joueurs qui ont leur place en Ligue nationale de hockey, qui ont assez des lectures et des bons réflexes pour pouvoir faire ce genre d'affaires-là. Puis je vais rajouter quelque chose, Pascal. Oui, il y a des joueurs salauds qu'on pourrait prêter des intentions malicieuses de sortir le genou. Mais la réalité, c'est que la personne qui sort le genou, ça fait mal, là. Ben oui. Ça fait mal sortir le genou, ça fait mal faire un knee-to-knee, là. Ça fait pas juste mal à la personne qui se blesse, ça fait mal à la personne qui l'inflige aussi, là. Ouais. Je comprends, on a des jambières là, quand on joue au hockey, là. Mais je vous confirme qu'un knee-to-knee, ça fait mal aux deux personnes. Fait que quand tu sors le genou comme ça, c'est souvent par réflexe, un mauvais réflexe, mais c'est souvent par réflexe parce que tu as mal timé ta mise en échec puis tu essaies de t'en sortir pareil. T'sais. Fait que c'est ça. Je vois pas un gars comme Cédric Paré dire hey, là, Patrick Laine, je vais sortir le genou. Cédric Paré, là, mettons qu'il aurait vraiment voulu sortir le genou intentionnellement, là, il aurait pu lui-même se blesser. Fait que, prendre cette décision-là 1 minute, 2 minutes avant, c'est pratiquement impossible. Fait que, mais il se lâche le monde au Cossum. Bref. On va aller ailleurs. Ouais, c'est... c'est tanné d'être considéré comme un clic sur les réseaux sociaux. Informe-toi surtout sur hockey.com. Avec TSLH, t'es pas juste un clic, t'es un lecteur. Tout sur hockey.com. Tanné de payer ton Internet trop cher? eBox est là pour toi. Avec le code promo PM1736, sauve 25$ sur ta prochaine facture. eBox.com. Tanné de passer 12 heures à ton barbecue pour faire fumer ta viande? Visite barbenoire.com pour consulter toute la gamme de produits d'ici livrés partout au Québec. barbenoire.com. Tanné des pubs? Abonne-toi au Patreon de TSLH pour des épisodes livrés d'avance, sans pub et pour du contenu espoir exclusif et personnalisé.
patreon.com/TSLH podcast. Ben, c'est ça, tu sais, ça rentre dans tout, hein. Tu sais, moi, ce qui m'écoeure là-dedans, puis il n'y a personne, à part ceux qui écrivent les messages, qui incite les gens à écrire des messages. Je ne sais pas si tu me suis, mais la personne qui écrit le message privé pour aller insulter puis menacer Cédric Paris, la personne qui est responsable, c'est celle qui est derrière l'écran, c'est celle qui a écrit le message. Sauf qu'il y a des choses qui peuvent alimenter ce genre de comportement-là. Puis quelques minutes après l'incident, en fait quelques heures, c'était dans le point de presse d'après-match, de voir des médias, pour ne pas les nommer, de voir des médias mettre l'accent sur le sourire que Paris avait et de mettre ça, c'est ça, et de mettre ça dans ton grand titre. Puis avec après une photo de sourire mal à l'aise d'un gars qui est clairement mal à l'aise devant les médias, de dire une affaire de même, c'est comme... Puis après ça, aller faire la morale comme de quoi que ça a dépassé les bornes, le traitement que Paris a eu. Mais c'est parce que c'est comme jeter de l'huile sur un feu. Puis après ça, appeler les pompiers en disant « Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, le feu a pogné. » Je comprends pas. Mon revenu de pub a vraiment augmenté aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Ouais, ben c'est ça le problème. Là, mais c'est ça. Fait que tu sais, ça a été désolant parce que moi, ce que j'ai trouvé, c'est que la mauvaise portion des fans du Canadien est beaucoup ressortie dans cette saga-là, si on veut. Maple Leaf aussi, sénateur mais aussi. C'est ça, j'allais dire. Pire. C'est ça, j'allais dire. Là. La base de partisans des Canadiens, souvent, va se pogner avec la base de partisans des Maple Leafs sur les réseaux sociaux. Des fois, c'est de bonne guerre. Souvent, c'est intense. La mauvaise foi. Bon, c'est la mauvaise foi. Puis c'est souvent les deux... c'est souvent les portions extrêmes, pires, qui se cachent un peu derrière leur passion, mais en même temps, il y a quand même du gros bon sens, puis je sais pas, du savoir-vivre à avoir. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai trouvé que en agissant comme ça, ces partisans-là du Canadien, premièrement, ils ont fait mal paraître tout le monde. Et deuxièmement, ils ont agi exactement de la façon qu'ils reprochent aux fans des Leafs d'agir. C'est exactement ça. Ça a été un effet miroir total. Puis les fans des Leafs ont agi exactement de la façon qu'ils ont chialé après les fans des Canadiens. Fait que c'est tout pareil. C'est assez... De voir ça de loin, c'est comme... C'est assez risible, dans le fond. Tout ça, tu la haine, de voir des médias racheter de l'huile sur le feu, puis après ça, tu sais, jouer à faire le donneur de leçons, comme plein de personnes font après, tu sais, mais qui ont quand même profité de la situation. Et c'est ça. Tout ça est très malhonnête, très hypocrite, mais c'est sur le concret. Il y a un joueur qui était vraiment content de jouer à Montréal, qui est blessé. Ouais, ça, c'est triste. Puis au moins, il est juste là. Il va juste pas être là jusqu'à environ décembre. Fait que tu sais, c'est une astuce de bonne nouvelle. Pas pour le Canadien, je parle vraiment pour le joueur, sa santé mentale, pour l'équipe. C'est vraiment une bonne nouvelle. Est-ce que ça peut avoir des impacts à long terme? Sûrement, là, tu sais, c'est pas... Oui, il a 26 ans, mais tu sais, ça demeure une blessure assez sérieuse à un genou. Donc j'espère juste que ça ne l'hypothéquera pas à long terme pour la qualité de vie. Parce que je suis propriétaire de blessures au genou et c'est une entorse sévère, puis j'ai pas eu d'opération. Fucking mal. Fait que c'est ça. Qui va remplacer Patrick Laine, selon toi, Pascal? Ben, il n'y a personne qui est capable de remplir nécessairement ce rôle-là au niveau que Patrick Laine potentiellement pouvait le remplir. Mais les candidats sont multiples. Tu sais, Kapanen, non, je le verrais vraiment plus dans un trio de profondeur. Anderson, please, no. Gallagher non plus. Roy, son nom est dans le mix. Mais moi, je ne tripe pas sur son camp en ce moment. Il y a des beaux flashs. Tu vois qu'il y a des habiletés. Mais il est souvent invisible, sauf quand la rondelle est en offensive. Défensivement, je trouve pas qu'il est nécessairement au niveau qu'on voudrait. Mais ça dépend des attentes. C'est un joueur top 9. C'est pas un joueur top 6 nécessairement en ce moment. Fait que si tu le mets dans le top 6, peut-être qu'il va bien répondre, mais il faut pas t'attendre à ce qu'il pète 60 points. Là. Mais après ça, Barré-Boulet,
En fait, c'est probablement lui qui va hériter de ça, là, avec Newhook puis Doc. Là. C'est probablement lui qui va être là. Ben aimé avec Kapanen, par exemple, dans les matchs pré-saison, là, ça va super bien. Même Evans, ça va super bien, mais ça demeure des pré-saisons. Là. Mais écoute, Heinemann, je pense pas qu'il est rendu là. Fait que c'est comme il y a plusieurs candidats. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans qui est optimal? Non, je pense pas. Mais je pense pas non plus qu'ils vont aller chercher quelqu'un de l'extérieur. Fait qu'il va falloir vivre avec Roy ou avec Barry Boulet. Alright, Pascal, calendrier pré-saison, ça va être correct. J'intitule cette portion-là ainsi. Moi, puis on va parler du match contre les Sénateurs avec les incidents qu'il y a eu, mais là, on vient de parler de la blessure à Reinbacker. On a parlé de la blessure de Patrick Laine, qui est un jeu qui aurait pu arriver en saison régulière, on s'entend, mais ça fait toujours chier de voir un incident comme ça se produire en match pré-saison, dans un match qui veut absolument rien dire. Ouais. Déjà, j'étais un peu... je commençais à être tanné des matchs préparatoires, de perdre des joueurs de la sorte. On l'a vu un peu dans la Ligue nationale, un peu partout. Macklin Celebrini, Artemi Panarin. On a un texte sur le site qui roule justement pour ça. Là, ça tombe comme des mouches dans la Ligue nationale. Puis, je me pose la question, est-ce que la mouture des calendriers pré-saison est encore efficace, est encore d'actualité? Moi, personnellement, je t'avouerais que le calendrier pré-saison, présentement, c'est une vraie joke. C'est vraiment une vraie joke. Tu te présentes contre des équipes de la Ligue américaine. Il y a du monde qui ont payé des billets pour aller voir ça. Puis ça, je le comprends. La mission d'un camp pré-saison, c'est de préparer les joueurs. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire jouer tous ces joueurs-là dans un calendrier pré-saison de 8 matchs? C'est interminable. Puis le match contre les Sénateurs, impliquant les Canadiens, est juste venu me confirmer que le calendrier pré-saison, c'est une vraie joke. C'est assez, il faut que ça change. Il y a eu des incidents évitables qui n'auraient jamais dû arriver dans un match pré-saison. Que même en saison régulière, on aurait trouvé que c'était quand même intense. Mais que là, que ce soit dans des matchs qui ne veulent rien dire, Dak aurait pu se faire blesser par un geste complètement stupide de Ridley Gregg. Stoudla aussi aurait pu se faire pas mal geler par Jacky. Il a été chanceux en sacrement, Stoudla. Qui a été chanceux, exactement. Puis, on en a parlé en privé, Pascal. Je suis d'avis que c'est le bâton qui a fait sortir le casque de la tête à Stoudla. Oui. Mais il reste que Jacky a levé les patins pour atteindre Stoudla. On le voit sur la reprise vidéo. Parce que, le résultat, je sais pas s'il y a une commotion, je penserais pas. Là, on n'a pas de nouvelles là-dessus. La tête n'a pas été atteinte, mais je pense qu'il voulait. C'est ça. Je suis pas prêt à te dire que c'est pas ça qu'il voulait. Là. Oui, il a sorti du jeu, il méritait pas de se faire sortir de la game parce que la tête n'a pas été atteinte. Mais les arbitres, ça va vite. Il n'y avait pas d'angle de caméra, c'est n'importe quoi. Il y avait une angle de caméra que tu voyais juste dans le coin de ton écran, puis il y a un autre, il fallait que tu zoomes à fond. Là, ça n'a aucun sens. C'est un national de hockey, sacrément. Mais c'est deux gestes dangereux à 100%. Jacky a juste été changé de ne pas pogner sa tête. Ça, Jacky, là, il sait frapper. Là. Il sait donner des mises en échec. Puis dans la position de Stoudla, il était en masse capable d'aller frapper son épaule. Puis à la limite, faire comme Ridley Gregg, une mise en échec illégale. Que le point de contact est ça de gros, la place de justice. C'est ça, là. Exact. Parce que, Ridley Gregg, là, on s'est ostiné en privé, là, mais moi, je trouve pas que c'est un mise en échec à la tête, là. Oui, la tête de un a cogné la tête de l'autre, mais à un moment donné, dans l'impact, tu peux pas éliminer la tête de Greg dans le chemin. Là. Ça se peut que ça se cogne. C'est ça. C'est pas le premier point de contact ni le point principal. Il y a eu coup à la tête. Mais l'épaule n'a jamais vraiment cogné la tête. Pas, il est ça d'autre. C'est ça. Mais ce qui était dangereux, c'est le hit était très tardif. Dak avait plus la rondelle. Puis moi, hier, je faisais un pool avec un de mes chummies puis mon frère. On était chez nous à faire notre pool annuel. Puis quand j'ai vu ça, Dak, la mise en échec, j'étais allé le revoir. Puis la première affaire que j'ai dit au monde qui était là, c'est
je vais aller regarder la tête à Dak. Parce que, tu sais, des fois, il y a des mises en échec que tu te compromets un peu parce que, tu ne regardes pas comme il faut, tu ne scannes pas la glace comme il faut et tout. Puis en regardant la reprise vidéo, Dak, il contourne déjà quelqu'un. Fait que forcément, il regardait où est-ce qu'il s'en allait, puis il regardait le joueur qui était en train de contourner parce que ça faisait déjà 2 secondes qu'il n'y avait plus la rondelle. Fait qu'il n'y avait pas d'affaire à regarder dans la direction de Greg qui arrivait de toute façon dans l'angle mort. Complètement perpendiculaire. C'est ça. Fait que tu sais, c'était vicieux parce que le hit était late. C'était une mise en échec à retardement. Beaucoup. C'était une obstruction, ça a été calé. Est-ce que ça aurait pu mériter une majeure? Moi, je pense que oui, honnêtement. Une majeure pour obstruction, ça se donne. Si en a une. Oh, ben, Jacky, c'est ça qu'il y a eu. C'est ça. Une majeure pour obstruction. Fait que, tu sais, ça aurait mérité une majeure, effectivement. Je pense pas que ça aurait mérité une suspension. Je pense que Jacky, ils ont peut-être revisionné la séquence et ils ont vu que le bâton a fait en sorte que ça semblait vraiment pire. Fait qu'on a décidé de pas suspendre les deux. Fait que je suis pas tant surpris qu'il n'y ait pas eu de suspension. Mais il reste que c'est des gestes stupides qui ont engendré beaucoup d'autres choses dans le match. Les joueurs ont semblé perdre de vue l'aspect principal d'un calendrier pré-saison, soit de se remettre en forme pour la saison. Là, on voulait juste arracher la tête à tout le monde. Ça a été exactement le cas dans les matchs contre les Maple Leafs. C'est des rivalités, c'est correct. Mais les rivalités en pré-saison, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de se remettre en forme. C'est que les joueurs montent au niveau hockey ce qu'ils peuvent offrir pour la saison régulière. C'est très égoïste comme match, en fait. Là. Oui, le code, oui, ces affaires-là, c'est correct. Puis c'est ça, je suis entièrement d'accord avec le code. Je tiens à le dire, là, moi, je suis un défendeur du code, mais quand c'est innocent comme ça, j'ai de la misère à backer ça. Quand Paris a sorti le genou, il aurait dû répondre à ses actes, il l'a pas fait, il a fait la tortue. Ça a juste envenimé les choses. Puis le Canadien n'a pas eu le leadership ni le bon sens mental d'arrêter ça là. Ça a continué tout le long. T'sais. Puis il n'y a personne sur le coup qui est allé voir Paris. Personne sur la glace, alors que Anderson sait se battre. Mais bref, c'est le problème. Même affaire avec Dak, il n'y a personne qui est allé voir Greg, ou puis Greg a juste quitté, puis là, Pezzetta va le voir quand il sort à la patinoire. Greg fait sa petite souris, peu importe, je ne veux pas dire de mauvais mots. Fait que là, au moins à la fin du match, il a replaqué il a replaqué Dak un peu d'en face, fait que là, il a droppé les gants. En fin de chiffre, je pense que Dak a été quand même chanceux, parce que Greg, c'était un bon bagarreur, malgré sa grandeur, puis il était en fin de chiffre, il était fatigué, puis malgré tout, il a quand même landé 2-3 bons coups de poing d'en face à Dak. Dak, il avait la grandeur, il avait le reach. Là. Mais tu sais, c'est juste... Comme tu dis, c'est pas ça, le pré-saison. Faut que tu fasses développer tes joueurs, puis tout. Puis, une des affaires que j'ai beaucoup aimé dans les derniers jours, tu sais, que si t'as pas un contrôle d'une ligne nationale de hockey, t'as pas d'affaires dans le match pré-saison. C'est quelque chose que, ouais, quand même. Et si ça arrive, tu peux pas jouer 6 matchs comme en ce moment. 4, ça serait le maximum. Puis c'est ce qui semble se discuter. 4 matchs pré-saison, 84 dans la saison. Moi, j'adore ça. J'adore ça. C'est ce que la NFL a fait, en fait. En 2021, il me semble que c'est ça de mémoire. Parce que quand Pierre Lebrun en a parlé, je pense que c'était dans le Insider Trading ou dans une de ses 40 chroniques qu'il donne à cette heure. Mais je pense même que c'est dans le nouveau podcast avec Dezo qui en parlait de ça. Bref. Que j'ai vu. Ah, ça se peut aussi. En 2021, c'est ça, la NFL a passé de 4 à 3 matchs de pré-saison. Fait que déjà, il y en avait juste 4. Puis là, il tombe à 3. Puis la saison est tombée de 16 à 17 matchs. Fait que, tu sais, la NBA, c'est 4 à 5 matchs aussi de pré-saison. La dernière semaine dans la NFL, tu sais, j'ai fait quelques petites recherches pour ce bloc-là. Là. Dans la dernière semaine, la NFL, c'est très rare que les réguliers vont jouer. Pour pas justement en venir à des blessures. Dans NBA, les joueurs partants, ils jouent, mais ils font des demi-matchs. Fait que ils n'ont pas les mêmes responsabilités. Fait que tu sais, c'est ça. Mais au hockey, tu arrives contre un club de la Ligue américaine, puis tu veux voir tes recrues en action, mais tout ce qu'il y a sur la glace, c'est des gars qui veulent arracher des têtes. Là, en quoi David Savard, genre, a d'intérêt à jouer contre Cédric Paré ou contre genre un gars qui est sa 3e ligne dans
dans la Ligue américaine de hockey. En quoi il y a un rapport là, tu sais? Non, Ça ne c'est ça. remettra pas en forme. En tout cas, bref, oui, un peu, là, mais. Fait que, la proposition de 4,84, je trouve ça vraiment cool. Puis, est-ce que c'est Dezo? Je pense que c'est Dezo à BPM Sport ou dans son podcast qui avait parlé de si t'as pas de contrat NHL, t'as pas d'affaire là. Ah, je suis tellement d'accord. Je trouvais ça vraiment beau comme proposition, puis c'est pas tellement faux, tu sais. Si t'as pas de contrat NHL, tu feras pas l'équipe, c'est sûr et certain. Com- T'as pas d'affaire là. combien, il faudrait faire l'exercice, hein? Combien de joueurs strictement sur des contrats AHL pour la saison à venir ont réussi à décrocher des contrats standards à la suite d'un calendrier pré-saison? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. On demandait à Souvent, ça ChatGPT. souvent, ça se fait pendant la saison. Mettons, le gars, il a une bonne saison dans la Ligue américaine. Tu as besoin d'un rappel, un peu comme Brandon Gignac l'année passée. Là, Ouais. mais reste que c'est ça. Là, c'est très rare là, que ça arrive, là, des joueurs uniquement sur des contrats AHL qui réussissent Le à avoir CH, un en as-tu contrat. habillé? Les matchs pré-saison? Hmm, Je penserais je pas. penserais pas. Mais en tout cas, tu sais, puis on parle du CH, là, mais c'est de même partout, là. Hey, je sais pas si tu as vu, là. Il y a un gars de Boston qui s'appelle Swayze ou pas Patrick Ouais. Swayze, l'acteur dans les années de mes parents, là, mais il a voulu se battre Quel contre manque de Michkov. respect. Il a voulu Ouais. se battre contre Michkov. Ah, il te plaquait Tu dans le fais fond de la quoi? patinoire. Ouais. T'es qui, toi? Tu sais, Non, c'est ça, tu sais. qu'est-ce que tu fais? Tu sais, on parlait de Paris qui a fait ça pour se faire un nom et tout, mais c'est pas ça pendant tout que Paris a fait, mais lui, c'est exactement ça qu'il Hey, voulait. Alors, je vais aller puis- le ramasser, me faire un nom. Ben oui. Asti. Puis ça a été quoi la finalité de tout ça? Couturier est allé dropper. Couturier, as-tu vraiment besoin de dropper contre ce gars-là? Non, mais il faut qu'il envoie le message Pas le choix. en pré-saison que t'es le capitaine, tu viens faire chier ta nouvelle vedette, je vais dropper contre toi. Fait il a bien fait d'aller dropper, mais fondamentalement, là, c'est-tu imbécile qui a eu Ben besoin oui. de faire ça? Ça n'a pas de sens. Même Rampé ferait pas ça. Matt Rampé, on Rampé. n'a quasiment pas entendu parler hein, Non. d'un calendrier pré-saison. Il n'a même pas fait le cap. En fait, Ça, c'est surprenant. j'ai vu un gif qui est tout le temps en retard, s'est mis ça en échec, là, puis qui se bat après ça, mais tu sais, même lui qui est le goon de la Ligue nationale de hockey, ferait pas ça à Mishkov pour rien, parce que ça sert à c'est rien ça. dans le calendrier 2016. Tu sais, le code, c'est juste, tu t'attaques pas comme ça à une vedette ou à une recrue que tu sais qu'il se battra pas. En quoi ça sert la cause de ton équipe? Ah, c'est ça. Eh, Tu sais, moi, je suis pour le code, mais en calendrier pré-saison, tu devrais même pas avoir à le dépoussiérer puis le sortir, ce code-là. Il devrait rester rangé. Non, c'est ça. C'est pas normal que tu aies à le sortir, le fameux code. Tu te bats pas pour C'est- 2 moi, c'est points. ça qui. C'est ridicule. En tout cas, je trouve vraiment que le calendrier pré-saison cette année nous démontre vraiment que c'est une vraie joke puis que ça a plus lieu d'être. Il va vraiment falloir qu'il y ait une réforme. Puis c'est pas juste parce que c'est le CH. Il y a eu des incidents ailleurs. On vient d'en parler. Partout. Michkov qui se fait tester d'une bagarre. Celebrini est rentré au filet pour un échappé. Il s'est fait passer le bâton d'un patin. Il est rentré dans la banque. Ouais. Dans la bande. Il est détoudé. Ça peut arriver dans n'importe quel match. Mais J'ai l'impression qu'il y avait une craque dans la glace aussi. Son patin a fait bizarre, mais il y avait vraiment le bâton du gars en arrière de son patin. Là. J'espère qu'il va être correct, sacrément. C'est ça. Avant de conclure cette portion, on parle du match sénateur Montréal. Il y a Charles dans les commentaires Patreon qui nous demande tant qu'à parler du match des Sens, Salut, Charles. comment. Moi, je ne l'ai pas regardé. Là. Je faisais un poll hier, j'ai regardé les highlights pour voir ce qui s'était passé dans le Rififi. Mais parle-moi donc de Carter Yakemchuk. Comment t'as trouvé Carter Yakemchuk pour les Sens? Il était très Carter Yakemchuk. Il a été bon des parties des séquences. Il a été excellent des séquences. Puis il y a d'autres qu'il y a eu des erreurs qui menaient peut-être un but au moins. Mais écoute, il volait sur la glace. Il avait des bonnes mains, protégeait la rondelle. Son shot qui a eu son but était vraiment, vraiment, vraiment sa coche. Il n'a pas été outrageusement physique, par exemple. Je trouve que le côté physique n'a pas sorti vraiment dans le match pour lui
contre les Canadiens de Montréal, mais c'était pas vraiment la place pour lui, parce que ça aurait sûrement envenimé pour rien les choses. Mais je trouve qu'il jouait au hockey. Il s'est pas laissé distraire par tout. Fait que non, il y a un maudit bon camp présentement. J'espère qu'il va être là pour le dernier match de pré-saison pour les Sénateurs contre les Canadiens de Montréal. Est-ce qu'il va faire l'équipe? Je pense pas que c'est nécessaire. Mais est-ce que les joueurs en place sont meilleurs que lui? Non. Fait que, parce qu'au moins la dernière paire, là. Fait que ça m'étonnerait pas pantoute qu'il y ait au moins un match en début de saison, tu sais, traîner sur plusieurs semaines, un peu comme la mode, si on veut. Là. Puis je me rappelle pas c'est qui avait mis son nom dans le top 5 des plus près de la Ligue nationale de hockey, mais cette personne-là est pas conne dans le TSLH Espoir, le guide. Là. Je pense que c'est toi, hein? C'est toi. Peut-être Seb aussi. En tout cas, bref, très bon call. On était plusieurs, je pense. Je veux pas réclamer tout le crédit qui m'est dû. Je vais réclamer seulement le crédit qui m'est dû, pas celui des autres. Mais pendant que je parle, je m'en vais le regarder, voir si... on les avait mis, hein, les top 5 dans le guide. Oui, ouais, on les avait mis, oui. Tu les avais mis, oui. C'était une chose. Tir frappé, patineur. Il y a quelque chose que Simon Saint-Laurent l'a mis. Je l'avais pas mis, finalement. Seb l'a mis. Puis, lui, il était 6e. Bon, c'est une chose. Ouais, fait que c'est Seb puis Saint-Lô. Seb puis Saint-Lô, ouais. Ah, ouais. Hey, j'étais sûr que je l'avais mis, mais oui, il est 6e dans ma liste. Non, 6e. Mais moi, j'avais mis Elenius Dickinson, Demidov, Branson Nygaard, puis Celebrini. Celebrini va faire la ligue. Elenius, ça va super bien pour lui en pré-saison. Je pense pas qu'il va faire l'équipe, mais sérieusement, il est proche. Mais ça, Dickinson, on va en parler dans le prochain, dans l'autre bloc, mais je vais juste boucler la boucle avec l'affrontement Sens-CH. Yes. Dernière chose, moi, puis tu sais, t'en as parlé un petit peu, Pascal, là, c'est au sujet de Kirby Dach. Là. Ouais. Encore une autre preuve que le calendrier pré-saison, il est temps que ça finisse. Là. Kirby Dach qui se bat de même quand tu viens de te faire shaker à Canis, puis qu'après ça, tu t'en vas t'exposer à recevoir des coups de poing d'en face. Pas la plus grande décision, honnêtement. Non. Pas la plus grande décision. Il a dit que les deux fils sont touchés. Puis je peux le comprendre parce que Greg est incroyablement utile pour une équipe de la nationale de hockey. C'est un peu le style de Marchand sans le potentiel 80 points. Là, mais quand il décide de jouer au hockey, il est capable. Mais quand il décide d'être talent, il est capable aussi. Puis c'est un joueur de limite. C'est vraiment un joueur de limite l'égalité. Puis on va le détester à Montréal. Ça, c'est sûr et certain. Puis j'aime ça parce que ça va raviver une rivalité qui était partie depuis... Brendan Prost depuis là, puis le Moose aussi, le Morse, là, le coach, je ne sais pas c'est quoi son nom. Là. Mais à fond, tu sais, Boston, on a déjà une rivalité, mais tu sais, il n'y a plus grand-chose à part Marchand. Toronto, ça va toujours être là, mais Sénateur, c'est le fun qu'il y ait une rivalité. Personnellement, tu sais, j'ai pas détesté le match pour une grande partie. Fait que ça serait le fun. On a juste hâte de voir ces équipes en action dans la saison régulière et non dans des matchs qui veulent rien dire où il y a des joueurs qui veulent simplement s'arracher la tête pour s'arracher la tête. Donc, on a tous très hâte que la saison commence. Ça va commencer le 8 octobre, je crois. Ouais, c'est il y a des matchs à Prague. Il y a des matchs à Prague, je pense, le 4 et le 6. Mais techniquement, la saison de pas mal tout le monde commence le 8 octobre. Donc, on a bien hâte que ça commence dans la Ligue nationale de hockey. Hockey, yes.